Bonjour à tous, il est tout juste 12 h. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 13 mai. La nouvelle ligne ARA Aéroport, inaugurée au mois d'avril, soulage de nombreux usagers. Ouverte à 5 h du matin jusqu'à minuit, les passagers gagnent en temps et en argent. Le reportage de notre édition. Le barrage de Gargar irrigue plusieurs milliers d'hectares de vergers dans la wilaya de Rolizen. Aujourd'hui, grâce à un taux de remplissage record, le barrage arrive à alimenter la ville d'Oran ainsi que d'autres localités. Nous irons à Tébessa à la fin de ce journal pour découvrir le patrimoine matériel de la région. Les familles y tiennent et le sauvegardent jalousement. Bienvenue à tous. Direction tout d'abord la gare ferroviaire d'Ara pour emprunter le nouveau train reliant Alger Centre à la nouvelle aérogare de l'aéroport, inaugurée récemment. Une nouvelle ligne qui connaît le plein succès. Les usagers se disent soulagés. Ils gagnent en temps et en argent. Fini les longues heures passées dans les embouteillages. Le reportage de Hasna Zoubiri. Il est 9 h. Nous sommes à la gare ferroviaire d'Ara. Nous nous apprêtons à prendre le nouveau train qui mène à l'aéroport d'Alger Houari Boumedienne. Récemment inauguré, ce train fait déjà le bonheur de nombreux voyageurs. Je suis content de cette nouvelle ligne reliant Ara à l'aéroport. Avec le mois de Ramadan et la saison estivale, ce train nous évitera les embouteillages. Ces trains chaque heure nous permettront de mieux nous organiser. Ça fait plaisir, Agda. Nous avons beaucoup souffert par le passé pour se rendre à l'aéroport. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Je viens d'arriver de Constantine. D'habitude, pour aller à Alger Centre, je prends un taxi. Aujourd'hui, j'ai pris le train pour économiser du temps et éviter les embouteillages. Cette locomotive économise en temps et en argent. Le ticket de train est fixé à 80 dinars pour adultes et 40 dinars pour enfants pour un trajet d'une vingtaine de minutes. J'étais à la placette de l'aéroport et les taxieurs m'ont demandé des prix exorbitants. Je trouve que 1000 dinars est un prix exagéré pour me rendre à El Harrach. Le train facilite nos déplacements de et vers l'aéroport avec une bonne qualité de service. Ce train facilite nos déplacements avec un prix très abordable comparé aux taxis qui affichent des prix trop chers. Personnellement, je travaille au sud, donc je vais souvent à l'aéroport. J'ai déjà pris des taxis et arrivé en retard à l'aéroport à cause des bouchons, sans parler des 1000 dinars que j'ai dû payer au taxieur. Un départ est programmé chaque heure à partir de 5 h du matin jusqu'à minuit. Cette nouvelle ligne offre également une correspondance à Babzouar. À Ceuta, de nombreuses habitations précaires ont été détruites à l'est de la wilaya. Plus de 200 familles ont été relogées dans les habitations, dont des habitations toutes neuves. Un véritable soulagement en ce mois de Ramadan. D'autres opérations devraient avoir lieu. Naïma Haouch. Des colonnes de fumée et des semblants de maisons détruites, comme signe de la fin de l'habitat précaire à Ceuta. Nous sommes dans le quartier d'Al-Shir, à l'est de la wilaya, où la vie de plus de 240 familles a changé. Désormais, elles possèdent un toit décent. On souffrait beaucoup, on vivait dans la précarité. On vivait dans le désarroi, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, l'État nous a soulagés. On vivait dans la misère noire. On vivait dans la misère noire. Dieu merci, Dieu merci. Cette opération fait partie d'un vaste programme de relogement dont a bénéficié la wilaya. Aujourd'hui, c'est une première étape et l'opération devra se poursuivre pour reloger d'autres familles. Nous devons préparer le foncier pour la commune de Saïda. 870 familles sont dans l'attente d'être relogées selon le programme tracé par les pouvoirs publics. Ainsi, quelques 2000 logements publics locatifs devront être attribués en décembre prochain à Saïda. Partage, solidarité et entraide, des valeurs qui prennent tout leur sens en ce mois de piété. Beaucoup de jeunes et d'associations se mobilisent durant le mois sacré pour offrir des repas chauds aux plus démunis. Le Croissant Rouge algérien, fidèle au rendez-vous, compte de nombreux bénévoles de tout âge qui donnent de leur temps et de leur énergie pour aider leurs prochains. Anissa Bouzid.
Avec l'aide des âmes charitables et surtout les bénévoles, le Croissant Rouge ouvre chaque année des restaurants du cœur pour les plus nécessiteux. À l'instar de ce restaurant qui a été transformé en ce mois de Ramadan et accueille chaque jour des centaines de personnes. On appelle ça Maïdet el-Hilal, de préférence. Au niveau d'un restaurant, tu as un donateur avec tout l'équipement. Ayman, Radia, Fouad et tous les autres bénévoles se sont mobilisés en ce mois sacré pour servir les plus démunis. Au menu aujourd'hui, shorba frik, shtet halham, ham lahlou, salade, bourrek et pour le dessert, des fruits. Il y a des volontaires. Comme aujourd'hui, on a un volontaire au niveau du restaurant. Voilà. On s'organise comme ça. On a un grand groupe. اللي نعاونوا كيما كاين لي زيتيديون كاين اللي يخدموا كاين الاخر كل واحد اللي يساعدوا نهار يجي فيه. العام الباك ان شاء الله. قسم وقتي صباح زعما نقولوا نقرا ومن داك جوي المغرب هكذا نجي نعاونهم نعاودوا الليل نقرا شويه وهذه هي. En plus de la distribution des repas chauds à la rupture du jeûne, le Croissant Rouge offre des colis alimentaires aux familles dans le besoin. Durant le mois sacré du Ramadan, le Croissant Rouge algérien a tracé un large programme de solidarité qui consiste à la distribution de colis alimentaires, l'organisation de restaurants Al-Hilal, les fêtes de circoncision, la distribution de vêtements et aussi la visite des hôpitaux, sans oublier la collecte de dons de sang. La priorité, elle a été, comme chaque année, la priorité est donnée à la distribution des colis alimentaires directement vers les familles afin de préserver la dignité. Les actions caritatives en tout genre se multiplient en ce mois sacré de Ramadan. Et le Croissant Rouge reste un acteur majeur de la solidarité. L'alimentation en eau potable fortement perturbée à Annaba, le manque d'eau est devenu récurrent et insupportable pour les habitants. La wilaya a décidé de réhabiliter certaines structures et de lancer de nouveaux projets. Camélia Melal. Le manque d'eau potable qu'a connu la wilaya de Annaba l'été précédent a nécessité la prise de mesures urgentes afin d'y faire face, notamment des projets ambitieux. En effet, l'alimentation en eau potable a été renforcée par la réhabilitation de plusieurs forages, également les eaux du barrage Chafia, et après leur traitement au niveau de la station Chaïba viennent alimenter au quotidien plus de 86 000 foyers. C'est là la principale station qui alimente Annaba et les wilayas limitrophes en eau potable, dont sa capacité de stockage est de 86,400 mètres cubes et peut subvenir aux besoins de 300 000 foyers. Les projets de renforcement en alimentation en eau potable comptent s'intensifier. La tutelle prévoit le dessalement des eaux dans la commune de Chat, ce qui augmentera la capacité avec 100 000 mètres cubes. Le mois dernier, l'ouverture commerciale des plis à Energy Company sous la tutelle de Sonatrach a permis de connaître la compagnie qui prendra en charge la réalisation du projet de dessalement. L'été 2019 sera mieux que celui de l'année précédente et nous allons veiller à concrétiser nos objectifs. Ces projets hydrauliques d'envergure seront d'un apport extraordinaire pour la région et répondra aux besoins en eau potable de la population. Mis en service en 1989, le barrage de Gargar est un ouvrage hydraulique d'envergure destiné au départ à l'irrigation de plusieurs milliers d'hectares de vergers dans la wilaya de Rolizen. Aujourd'hui, grâce à un taux de remplissage record, le barrage arrive à alimenter en eau potable non seulement les communes de la wilaya, mais aussi la ville d'Oran, ainsi qu'une quinzaine de localités dans la wilaya de Mostaganem, Kerimaïfa.
D'une capacité de 357 millions de mètres cubes, le barrage de Gargar alimente en eau potable 36 communes de la wilaya de Relizane, une infrastructure hydraulique d'envergure alimentée par les eaux de Ouadrihou, qui cette saison connaît un taux de remplissage au-delà des attentes des populations de la région. La wilaya compte 38 communes, dont 36 communes bénéficient des eaux du barrage, et cela 24 heures sur 24. Maintenant, pour les 2 communes qui restent, nous sommes convenus avec Madame Le Wali d'allouer une enveloppe financière pour connecter ces dernières au réseau AEP de la wilaya. Par ailleurs, la moyenne de remplissage des barrages au niveau national a atteint les 77%, écartant définitivement le spectre des pénuries d'eau. Le barrage de Gargar permet aujourd'hui d'irrigation de 16 000 hectares de la plaine du Bas-Chélif, l'alimentation en eau potable de la ville d'Oran, ainsi que 15 localités de la wilaya de Mostaganem. Malgré une faible pluviométrie et une main-d'œuvre qui se fait rare, la wilaya de Guelma a pu dépasser ses contraintes et développer son secteur agricole. Mieux que ça, elle est arrivée à se distinguer dans 3 filières, la céréaliculture, la tomate et la pomme de terre. Aujourd'hui, le défi est d'améliorer l'accès à l'eau. Le reportage d'Abdelmajid Benrassi. 3 filières sont à retenir dans le développement agricole et qui font la force de la wilaya de Guelma, avec surtout la céréaliculture, la tomate et la pomme de terre. Les rendements sont en nette progression. Même avec des pluviométries irrégulières, on arrive toujours à produire. Nous nous sommes rendus dans une coopérative du domaine de l'État qui produit du blé et de la semence de pommes de terre. Il s'agit de la coopérative Abdelmajid Richi. Notre coopérative est d'une superficie de 1014 hectares. Nous en avons exploité 700 hectares pour les céréales entre blé dur et blé tendre et 4 hectares pour la pomme de terre. Pour les céréales, nous attendons une production de 35 à 40 quintaux à l'hectare. Concernant la superficie, nous avons commencé par 3 à 4 hectares. Aujourd'hui, nous cultivons 24 hectares de pommes de terre. Nous souhaitons faire plus. La production à l'hectare a commencé à 250 quintaux et aujourd'hui nous atteignons 350 à 400 quintaux. Produire et cultiver, c'est bien, mais souvent les vrais agriculteurs sont obligés de passer par la location de terre ou travailler en association. والاراضي تاعنا الاراضي نكريو الاراضي عن مجموعات نكريو المزارع نخدموا شراكه مع المزارع. Nous louons des terres à des exploitations agricoles collectives, mais nous travaillons en association aussi. Nous n'avons pas nos propres terres. Moi, par exemple, je n'ai qu'un seul hectare et demi et je loue 70 à 80 hectares par an. Mais malheureusement, Guelma connaît d'autres problèmes et en particulier celui de l'eau. C'est connu, l'agriculture a besoin de ressources hydriques pour se développer. Il y a le manque d'eau, donc là il y a la sécheresse, donc là et puis premièrement, deuxièmement il y a la main d'œuvre, troisièmement le prix de revient, c'est-à-dire par rapport au prix de vente ça revient cher. Elle est convoitée aussi par exemple d'autres pommes de terre qui viennent par exemple d'autres régions. On a le premier périmètre de Khazara sur 17 000 hectares. Qui est en phase d'étude, pratiquement en voie d'achèvement, et 700 hectares pour Bouati, qui s'ajoute au périmètre existant de 9 500 hectares de Bouchgouf et Guelma. Et également, on assiste et on accompagne les agriculteurs pour la réalisation des bassins d'accumulation, des forages, des puits. Les efforts des pouvoirs publics sont là et la nature fera le reste. À l'étranger, le bilan des victimes de l'explosion d'un camion-citerne survenu lundi dernier à la périphérie est de Niamey, capitale du Niger, est monté à 76 morts. La plupart des victimes tentaient de récupérer de l'essence qui coulait du camion renversé. Une quarantaine de personnes ont été blessées dans l'explosion. Une défaillance technique est à l'origine du renversement du camion qui transportait 50 000 litres d'essence selon les premiers éléments de l'enquête de la police judiciaire. Depuis le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien, les relations entre Washington et Téhéran se sont considérablement tendues. Le Pentagone avait annoncé vendredi l'envoi au Moyen-Orient d'un navire de guerre s'ajoutant au déploiement dans la région d'un porte-avions face à des menaces d'attaque imminentes attribuées à l'Iran, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a décidé de se rendre aujourd'hui à Bruxelles pour discuter de questions urgentes et notamment de l'Iran
l'Iran avec des responsables européens. Et la tension monte au Golfe. Plusieurs navires ont été la cible de mystérieux actes de sabotage au large des Émirats, selon Riyad et Abu Dhabi, suscitant une montée de crise dans le Golfe. Dimanche, les Émirats avaient fait état d'actes de sabotage contre 4 navires commerciaux de différentes nationalités à l'est de l'Émirat, sans identifier les auteurs, mais en qualifiant l'événement de grave. À Téhéran, les autorités iraniennes ont appelé à l'ouverture d'une enquête. Retour au pays, une exposition sur le patrimoine immatériel africain se tient au Palais de la Culture. Une cérémonie a eu lieu hier soir en présence du ministre des Affaires religieuses et de la ministre de la Culture, Manel Boutouaba. Cette réception a permis au corps diplomatique accrédité à Alger et réuni au Palais de la Culture de découvrir une exposition rétrospective des splendeurs du patrimoine immatériel africain classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Aujourd'hui est une occasion pour se connaître, notamment dans le contexte du mois de Ramadan, qui est un mois de jeûne, de piété et de partage. L'Algérie a toujours été un pays ouvert. Nous pourrons cette nuit découvrir une belle exposition autour du patrimoine culturel immatériel africain, une exposition riche en informations passionnantes et axée autour des valeurs humaines que partagent les peuples du continent, mais également sur ce que recèle l'Algérie comme patrimoine culturel, classé et faisant partie de la liste du patrimoine mondial immatériel. À l'aide de supports visuels, l'exposition a mis en valeur plusieurs sites, monuments, musiques et même des plats. Le site de Ain Bouchri Tastif, deuxième plus ancien site archéologique du monde et qui a redonné à l'Algérie son statut de berceau de l'humanité, a particulièrement éveillé la curiosité des visiteurs. En vérité, je suis en constante admiration devant la richesse de l'histoire, de la culture et du patrimoine algérien. À ma grande stupéfaction, j'ai découvert de nouveaux sites et monuments historiques ici en Algérie, ce qui prouve l'enracinement du peuple algérien, un peuple cultivé avec une histoire qui s'étale sur plusieurs milliers d'années. La culture joue un rôle important en diplomatie. Depuis mon arrivée dans votre pays, j'ai pu visiter plusieurs sites touristiques et historiques et j'admire vraiment le patrimoine algérien. Aujourd'hui, nous célébrons l'Algérie à travers son patrimoine car elle est pour nous le bastion qui permet de protéger le legs culturel africain et de le perpétuer. L'Afrique est avant tout synonyme de culture. Cette manifestation se voulait également un renforcement et une valorisation de l'image de l'Algérie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en faisant connaître ses richesses culturelles, touristiques et patrimoniales. Voilà une manifestation qui s'est tenue donc en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, je précise, et de la ministre de la Culture, Mariam Mardassi. Découvrons ce matin la richesse culturelle de la wilaya de Tbessa. De l'habit au tapis, les Tbessis sauvegardent jalousement leur patrimoine aussi bien matériel qu'immatériel. Hassiba Abdallah. Tébessa est une région riche de son patrimoine culturel. Ce dernier a été préservé jusqu'à nos jours grâce à l'attachement que portent les Tbessis à leur tradition. À Tébessa, nous avons beaucoup de traditions. Les circoncisions, le mariage traditionnel, l'habit traditionnel, les préparatifs du mariage comme la tuisa ou la préparation du couscous avec l'aide des amis et des voisins. Notre tapis appelé Zarbiyet Nmouchia ou Zarbiyet L'Ogada est différent du tapis de Batna ou de Gherdaya. Zarbiyet Nmouchia se distingue par sa couleur rouge. L'artisanat tient lui aussi une place importante à Tbessa, mais il ne profite d'aucune promotion lui permettant d'être connu. Les touristes qui visitent notre région peuvent visiter et découvrir tous nos sites archéologiques, mais ils n'ont aucune idée sur notre artisanat. Malheureusement, il n'y a aucun lieu ou endroit dédié à l'exposition de l'artisanat. La wilaya de Tébessa se distingue par son patrimoine, sa culture et ses traditions. Nous souhaitons préserver ce patrimoine culturel en exposant notre artisanat. Pourquoi pas dans les hôtels? Au moins, le touriste aura une idée sur l'habit traditionnel et le tapis de notre région. D'ici là, de nombreuses associations veillent à la préservation de ce patrimoine.
La gazelle fut naguère l'animal emblématique des régions stépiques d'Al-Bayad. L'activité, notamment humaine, a réduit drastiquement son habitat naturel. Le braconnage a fait le reste. Rahim Abdelaziz nous livre des détails sur les perspectives de réhabilitation de la gazelle d'Al-Bayad dans ce reportage. Au sud d'Al-Bayad, la zone humide de Brezina fut le lieu de prédilection de la gazelle. Aujourd'hui, sa population est en déclin et l'espèce reste menacée de disparition. Comment réhabiliter ce beau bovidé? La gazelle, au sud, avant, il y a une vingtaine d'années, on pouvait croiser en plein désert des troupeaux de gazelles de plus de 500 individus. Actuellement, elle a totalement disparu. La gazelle est une espèce en danger si rien n'est fait pour la protéger. Son habitat naturel se rétrécit de jour en jour à cause de l'activité de l'homme. Le centre d'élevage a été créé en 2000. En 2000, la station Rissi, 4 individus, 3 femelles et un mâle d'Orcas. L'effectif actuel, c'est 135 individus d'espèces d'Orcas et 35 individus d'espèces leptocères. Dans la réserve de Drangoud, la gazelle d'Orcas et Rim, qui se distinguent par la nette différence en matière de cornes, vivent dans des enclos séparés. Le source génétique du cheptel, c'est basé sur des individus autochtones de la région d'Al-Bayad. Les gazelles d'Orcas et Rim sont donc issues de souches autochtones pour permettre la préservation de la race. Le plan préventif pour lutter et prévenir des maladies, surtout les maladies transmissibles, c'est-à-dire les maladies qui peuvent être transmises de l'extérieur de la réserve vers l'intérieur de la réserve à travers les animaux, que ce soit les animaux sauvages ou les animaux domestiques. Des lâchers de gazelles sont prévus d'ici là. Seront-elles les cibles des braconniers, une fois en pleine nature? Compte tenu des conventions conclues entre les administrations de la gendarmerie nationale et la conservation des forêts, on procède à des patrouilles pour protéger le patrimoine forestier et faunistique, et ceci pour stopper le braconnage. Face aux multiples menaces qui guettent la gazelle, sa réintroduction dans son milieu naturel demeure un pari des plus risqués. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Emel Laribi. Rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.